Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la bienveillance, de la coopération, du respect et de la solidarité. Ce jour, nous allons continuer avec Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Chapitre 13. Le pouvoir secret du pardon. Tous les manuels de développement personnel sont unanimes. Pardonner serait la clé. Pardonner aux autres, bien sûr, mais aussi se pardonner. Quand j'ai commencé à m'intéresser au pardon, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un concept à la mode mélangeant valeurs judéo-chrétiennes et bouddhisme. Au-delà de la morale, je ne voyais pas l'intérêt du pardon. Mais surtout, je ne comprenais pas ce que j'avais à me pardonner. Mais au fil de ce travail sur moi-même, j'ai complètement changé de point de vue. J'ai découvert le sens des épreuves, intégré qu'il s'agit de cycles qui se rejouent, de blessures héritées de mon enfance ou de mes ancêtres. J'ai compris que mon âme avait attiré ces personnes et ces situations délicates pour me donner une chance de m'en délivrer. Sans chaos dans ma route, sans coup dur ou malveillance, aurais-je cherché à me reconstruire? Aurais-je essayé de panser mes plaies et de colmater mes failles? Ma famille, mes proches, mon conjoint, mes relations professionnelles. Ils étaient tous source de conflits, autant que les témoins que mon âme souhaitait rencontrer pour m'indiquer ce que je devais réparer. D'une certaine manière, ils m'ont permis de me libérer. Quant à ma colère ou ma haine, j'ai compris que ces sentiments toxiques détruisent ceux qui les vivent, bien plus que ceux qui les ont générés. La colère empêche l'apaisement. La haine ne nourrit pas, elle ronge. Finalement, à force de faire les différents protocoles, j'ai cessé de voir leur méchanceté, j'ai pris conscience de leur souffrance. Je n'étais plus une victime et ils n'étaient plus les bourreaux. Nous étions la solution ensemble. Depuis, mes épreuves se sont transformées en expériences et j'ai pu commencer à pardonner parce que j'aime celle que je suis devenue, telle que je me suis reconstruite. Grâce à ce vécu douloureux, aujourd'hui, je suis plus forte que je ne l'ai jamais été et je le dois à mes libérations. Peut-on, au fond de nous-mêmes, en vouloir aux personnes qui nous permettent d'atteindre la sérénité, le bonheur et le succès? Non, bien entendu. J'ai alors compris l'intérêt du pardon. Pardonner aux autres, mais aussi se pardonner. Puisque mon âme a attiré à elle ces événements, je suis donc l'architecte des séismes et des replis qui impactent ma vie. C'est ainsi que j'ai accepté de me pardonner, en excusant mon âme de m'avoir imposé tant de défis depuis ma naissance. Le réel intérêt du pardon. Je l'ignorais, mais il me restait à comprendre l'essentiel. Découvrir le vrai pouvoir du pardon a été une révélation. Le 1er janvier 2017, en guise de vœu pour la nouvelle année, ma mère m'annonce que mon père est aux urgences pour une pneumonie. Il ne passera peut-être pas la nuit. Ces mots s'enfoncent brutalement dans mon plexus. J'arrive, lui dis-je. En rassemblant quelques affaires,
Je me souviens de la symbolique de cette maladie. La pneumonie serait synonyme de découragement, d'un sentiment de gêne, d'angoisse qu'il n'existe pas de solution face à nos souffrances. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à mon père? 8 jours plus tôt, la famille s'était réunie pour enterrer le mari de ma sœur. Il y a peut-être un lien, mais lequel? Il est mort de vieillesse, c'était dans l'ordre des choses. Stéphane, mon mari, m'accompagne jusqu'à la clinique. Je lui confie ne pas comprendre. Je m'en veux parce que 2 jours plus tôt, mon père avait eu une mauvaise toux qui sifflait. Me fiant à mes ressentis, j'avais avancé sereine qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que tout allait rentrer dans l'ordre. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Dans l'ascenseur qui descend aux soins intensifs, je demande à Stéphane de rester près de ma mère pour que je puisse faire parler mon père et trouver l'incident émotionnel qui a provoqué sa pneumonie. J'entre dans la pièce et refrène un mouvement de recul. Il est allongé sur un lit médicalisé avec des instruments qui bipent toutes les 10-15 secondes. Son rythme cardiaque et sa pression sanguine s'affichent sur des écrans lumineux et atteignent des sommets. Il est sous oxygène et a une perfusion dans le bras. Il est livide et dans ses yeux mi-clos, j'y devine une lueur effrayée. Malgré les mots alarmants de ma mère au téléphone, je suis encore surprise. Elle nous serre dans ses bras, soulagée de n'être plus seule. Natacha va rester là. Vous avez besoin de sortir un peu. Je viens avec vous, lui dit Stéphane. Je m'assis sur le lit aux côtés de mon père. Par où commencer? Dis-moi ce que tu as sur le cœur, papa. J'ai mal. Je n'arrive pas à respirer, me répond-il d'une voix presque inaudible. Je comprends, mais est-ce que tu as quelque chose qui te rend triste? Il marque un silence avant de poursuivre. Ce n'est pas la première fois que j'ai une pneumonie. J'en ai eu une à l'âge de 2 ans. J'ai eu la vie sauve grâce à mon frère aîné qui m'a donné son sang parce que j'étais trop faible. C'est grâce à lui. Il ne finit pas sa phrase et une larme coule sur sa joue. Son frère aîné est décédé il y a quelques années. Je l'encourage à continuer. Alors il me raconte des faits douloureux, gardés secrets. Il éprouve une colère féroce envers sa mère et son père qui l'ont abandonné à l'âge de 15 ans. En le confiant à sa sœur aînée et à son mari, Maurice, l'homme que l'on a enterré il y a 8 jours l'avait accueilli comme un père. Une image s'impose à moi. Maurice a dans sa main un des mouchoirs que mon père a déposé sur son chagrin d'enfant. Comme une nappe qui glisserait d'une table parce qu'on la tire, les mouchoirs sont partis dans la tombe, laissant mon père à vif devant une réalité qu'il avait dévastée à l'époque. Ce décès a réactivé un souvenir difficile, le sentiment de gêne. Placé dans l'inconscient, il est la cause de l'effondrement du système immunitaire de mon père. Je songe qu'il faudrait nettoyer les liens de souffrance qui le lient à ses parents, mais il est trop faible pour que nous partions dans un protocole entier qu'il n'a jamais pratiqué. Aussi, seul le pardon m'apparaît comme l'essentiel. Je sais mon père croyant et je connais les êtres spirituels qui prient tous les jours.
Je les convie et j'imagine une lumière blanche autour de nous. Papa, on va prier ensemble. Je vais dire des phrases, tu vas les répéter après moi. Si je me trompe, tu me le diras et on rectifiera. Il ferme et rouvre les yeux. J'énumère les faits dont il m'a parlé, les uns après les autres. Je lui fais vider son sac et répéter chaque mot après moi. Parfois, il ajoute même quelques phrases, mais cela n'interrompt pas le processus, au contraire. Puis j'entre dans la deuxième phase, celle de l'acceptation et du pardon. Je prononce les mots lentement pour qu'ils les intègrent en conscience. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, avec l'amour qu'ils ont reçu et surtout celui qu'ils n'ont pas reçu. Je leur pardonne d'avoir mal agi avec moi. Je souhaite maintenant être en paix avec eux. Ses yeux s'embruent de larmes. C'est vrai, chuchote-t-il. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, en croyant faire de leur mieux. Enfin, je lui demande s'il a envie de demander pardon à quelqu'un. Il ferme les yeux à nouveau. Malgré son immense fatigue, il murmure sa requête. C'est là, au sommet de sa détresse, que mon père m'apparaît le plus fort. Quel courage à 77 ans d'avancer ainsi. Le cœur à découvert. Je sens l'immensité de son amour. Au moment où je le prends dans mes bras pour lui dire combien je l'aime, Stéphane et maman entrent dans la chambre. C'est incroyable, tu as changé de tête, s'écrie ma mère. Elle a raison. Un peu de rose colore ses joues, il semble apaisé. Un interne et une infirmière en chef entrent. Nous repartons confiants. Mon père est sorti des soins intensifs le lendemain matin. Au bout de 3 jours, il a quitté le service de chirurgie cardiovasculaire et a repris des forces dans une chambre d'hôpital normale. Il faut un gros mois pour se remettre d'une sévère pneumonie. Ne cessaient de répéter les infirmières. 15 jours plus tard, il conduisait lui-même la voiture qui les ramenait avec ma mère vers leur maison à 230 km de là. Grâce à mon père, j'ai expérimenté le pouvoir immense du pardon. En pardonnant, les cellules de son corps se sont reconnectées à la mémoire embryonnaire. Cette énergie de croissance exponentielle et la vie a recommencé à circuler en lui. Je remercie infiniment mon père pour cette leçon. Parmi les plus révélatrices qu'il m'ait été donné de vivre, un puissant enseignement qui a transformé ma vie. Pleine de cette nouvelle conscience du pardon, j'ai refait les protocoles avec toutes les personnes avec qui j'ai été en conflit, celles qui m'ont fait tant souffrir, en demandant l'amour ou la paix entre nous. J'ai songé à cette énergie du pardon. J'ai pris le temps de la sentir m'envahir et j'ai pleuré de joie. Je me suis libérée d'un reliquat de colère que je ne soupçonnais pas. Je me suis sentie encore plus légère. Pardonner n'est pas seulement le moyen de se prémunir d'un mauvais karma. C'est l'outil ultime de la guérison. Un fluide de renaissance capable de désintégrer d'anciennes épreuves et de sévères maladies. Lorsqu'on réalise les protocoles, notre état d'esprit change. Les rancœurs s'éloignent et le pardon s'immisce chaque jour un peu plus en nous. En les refaisant, l'énergie avec laquelle le message d'âme à âme opère est différent et les bienfaits sont plus grands. Prenez le temps. J'ai également vécu ce pouvoir du pardon à travers d'autres expériences.
toutes très intenses et qui m'ont montré l'importance de se donner du temps. Un jour, un ami m'a demandé si je pouvais aider un de ses collègues qui avait un grave problème au dos. Il avait 80% de chances de finir paralysé après une grosse opération de la colonne vertébrale. Coach sportif, Gabriel était immobilisé depuis plus d'un an par la douleur. D'après mon enquête, une maladie grave ou invalidante imposerait de reconsidérer l'enjeu de notre vie, de soigner nos blessures, lever les secrets et surtout de pardonner. Je l'ai donc appelé pour entamer un travail ensemble. Très vite, j'ai perçu sa blessure majeure. Compte tenu de l'urgence de la situation, je suis allée droit au but et j'ai évoqué une souffrance liée à une trahison en rapport avec son père. Ça ne risque pas, s'est-il offusqué. Je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. L'air de rien, j'ai alors ajouté, vous savez, j'ai appris que les frères et sœurs, tout comme les frères jumeaux, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il a éclaté en sanglots. Il m'a expliqué avoir récemment découvert que son père avait un frère jumeau, que celui-ci avait séduit la fiancée de son père et s'était marié avec. Une énorme trahison. Son père avait donc épousé par dépit une autre femme et avait eu un enfant dont il ne s'était jamais occupé. Ce que Gabriel avait à son tour vécu comme une trahison. Pour le conduire sur le chemin de sa libération émotionnelle, je lui ai fait remarquer que son père était obnubilé par sa souffrance, raison pour laquelle il ignorait son fils et sa femme. Il a approuvé. Gabriel était, après la colère et la haine, envahi par la culpabilité de n'avoir pas parlé à son père depuis 20 ans. Aussi, s'il ne pouvait plus bouger, c'était parce qu'il avait la capacité ou l'obligation de s'arrêter pour soigner sa blessure de trahison et peut-être par ricochet celle de son père. Je lui ai indiqué comment nettoyer ce fardeau transgénérationnel ainsi que sa culpabilité, tout en précisant que la finalité essentielle de cette démarche de libération était de pardonner. 3 mois plus tard, sa situation a commencé à s'améliorer. L'opération qui a suivi a été bénigne. Et il a complété sa prise de conscience par des séances de thérapie courte de gestion des traumatismes, tout en travaillant sur lui-même. 3 ans plus tard, il se sentait enfin apaisé et marchait normalement. Quand je repense à ma double hernie discale, du jour où mon corps s'est écroulé de douleur à celui où j'ai été capable de commencer à pardonner, 4 années se sont écoulées. Cela paraît long, mais à l'échelle d'une vie, ce n'est rien. Patience, cela vaut la peine. Et puis, pour avancer, il est important de constater des améliorations. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas trouvé l'origine du problème ou qu'il y a d'autres messages à mettre au jour. Demandez-vous en toute conscience si votre intention est vraiment sincère. Peut-être que votre haine et votre colère sont trop fortes pour vous permettre d'avancer. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Laissez-vous du temps et relisez ces lignes un peu plus tard. Le pardon est un processus lent. J'encourage à demander pardon à nos enfants pour nos erreurs. Il est possible que je t'ai fait du tort avec maladresse, mes colères et mes souffrances, alors je te demande pardon.
Le pardon peut se faire en pensée ou oralement lorsque la situation le justifie. Savoir si l'on a pardonné. Nous sommes parfois tentés d'affirmer « Bien évidemment, nous avons pardonné ». Pour savoir si tel est le cas, accordons une attention particulière à la manière dont nous parlons de celui ou celle à qui nous pensons avoir pardonné. Si nous continuons à le gratifier de noms d'oiseaux, cela signifie que le pardon est encore loin. Mais alors, comment savoir si nous avons vraiment pardonné? Le signal est clair lorsque nous sommes capables de constater le bénéfice que ces épreuves ont généré en nous. Nous avons évolué grâce à ce qu'il nous a fait vivre. Pourrait-on lui dire merci? Si on n'y arrive pas aujourd'hui, cela n'a aucune importance. La vie est un long chemin et l'avenir sera sans doute tout autre. Si nous sommes en paix et que l'autre persiste à être en guerre et qu'il ne perçoit pas nos changements, considérons que cela est finalement son problème, pas le nôtre. Nous ne sommes pas contraints d'avancer en même temps. Dans ce cas-là, il est recommandé de pardonner et de remercier en pensée uniquement. Et si le pardon vous semble aujourd'hui inenvisageable, rassurez-vous. Les différents protocoles vous aideront, comme le montre cet exemple. J'ai un jour rencontré Martine dans un de mes ateliers. Elle en voulait énormément à sa mère. S'écrie. Pourquoi m'a-t-elle harcelée et pas mes frères? S'écriait-elle. En lui expliquant le processus de l'emprise, elle a découvert que sa mère se nourrissait de son énergie. Je lui ai demandé si sa mère avait vécu un drame qui l'aurait vidé, dissocié, un viol. A-t-elle répondu? Je lui ai expliqué que depuis, sa mère cherchait à combler ce vide en la vampirisant, parce que c'était l'énergie de sa fille qu'elle préférait. Surprise de voir les événements sous cet angle, Martine est soudain sortie de sa position de victime. Elle a fait le recouvrement d'âme, protocole 6, puis elle a coupé les liens de souffrance, protocole 8, avec sa mère une première fois. La deuxième fois, elle m'a écrit qu'elle commençait à envisager un pardon. Encore impossible il y a peu, et que la méchanceté de sa mère ne l'affectait plus. À qui devons-nous pardonner en priorité? Les premières personnes sont nos parents puisque nos âmes les a choisis avant de s'incarner. Il existe de très nombreuses familles où un parent a abusé de son enfant, où sa méchanceté, sa violence ou son emprise ont créé des traumatismes. La déflagration intérieure et mentale est parfois trop importante pour envisager un pardon, et encore moins un remerciement. Et pourtant, sans pardon, nous nous coupons de ce que notre âme est venue chercher dans cette vie. Guérir de nos épreuves. Ne culpabilisons pas. Nous y arriverons un jour. En éloignant nos souffrances, nous allons prendre du recul. Et petit à petit, nos pas nous guideront vers la finalité. Ce pardon envers nous-mêmes et envers les autres qui est le garant de notre sérénité. Toute situation, même très dure, guerre, meurtre, viol, handicap, abandon, divorce, mort, harcèlement, accident, faillite, perte, est la manifestation de plusieurs blessures que notre âme a choisi d'expérimenter. Pardonner, c'est comprendre qu'une épreuve est une opportunité d'accueillir la nouvelle personne que l'on va devenir.
On a pardonné lorsque les agissements de l'autre ne nous atteignent plus. C'est un non-événement. On sourit, on ne s'énerve pas, c'est son problème. À lui, on sait qu'on a pardonné lorsqu'on peut dire merci pour ce que l'autre nous a fait subir. On ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre. On le fait pour soi-même, pour notre âme, afin de cesser de souffrir et, si besoin, de guérir. Vous l'aurez compris, chaque épreuve est une possibilité de transformation, une voie initiatique, presque une alchimie. La pierre philosophale permettrait de transformer le plomb en or. Grâce au pardon, nous offrons à notre vie le moyen de transformer ce qui nous plombe en or intérieur. Une renaissance. Ces premiers chapitres sont une invitation à un long voyage intérieur. Dans les pages suivantes, les protocoles sont indépendants les uns les autres. Céder de l'invisible, éloigner nos peurs, aider un proche, augmenter notre intuition, nettoyer notre lieu de vie, faire face à un deuil, enlever les brûlures sont des techniques de généreux médiums, magnétiseurs, géobiologues, chamans et thérapeutes ont bien voulu partager avec moi. Elles rendent la vie belle. On recommence. Ces premiers chapitres sont une invitation à un long voyage intérieur. Dans les pages suivantes, les protocoles sont indépendants les uns des autres. Céder de l'invisible, éloigner nos peurs, aider un proche, augmenter notre intuition, nettoyer notre lieu de vie, faire face à un deuil. Enlever les brûlures sont des techniques de généreux médiums, magnétiseurs, géobiologues, chamans et thérapeutes ont bien voulu partager avec moi. Elles rendent la vie plus belle. Nous continuons avec notre cheminement. Ensemble, bâtissons.